La plupart des preppers modernes imaginent la survie comme un événement épique. Une panne totale, une tempête historique, un effondrement des systèmes. Ils achètent des filtres coûteux, des sacs tactiques, des outils de dernière génération et apprennent à allumer un feu avec un silex comme si demain le monde allait s'arrêter. Mais il y a un détail inconfortable que presque personne ne veut regarder en face. L'effondrement existe déjà pour des millions de personnes et ça s'appelle vivre dans la rue. Parce que si quelqu'un sait survivre sans argent, sans toit, sans sécurité et avec une faim réelle, ce n'est pas le type avec un bunker. C'est la personne sans abri qui se réveille chaque matin avec ce qu'elle porte sur elle et qui, malgré tout, réussit à manger, à rester au chaud, à éviter les problèmes et à continuer. Et le plus ironique, c'est que beaucoup de ces techniques, ils ne s'enseignent pas dans des cours de survie, n'apparaissent pas sur des chaînes d'équipement et ne se vendent pas sous forme de kit. Ce sont des tactiques silencieuses, réalistes, éprouvées, et presque toujours invisibles pour celui qui n'a jamais eu à les appliquer. La première technique est la plus basique et en même temps la plus ignorée par la mentalité prepper. Transformer la ville en une carte de ressources, pas en un labyrinthe. La plupart des gens traversent une ville sans rien voir, seulement des bâtiments, des rues, du trafic, du bruit. Mais quelqu'un qui vit sans abri voit autre chose, des points d'eau, des endroits où l'on peut se reposer sans être expulsé, des itinéraires sûrs, des toilettes qui ne demandent pas de consommation, des prises disponibles, et des entrées où le vent frappe moins, et des zones où il est plus probable de recevoir de l'aide. Un prepper s'entraîne à survivre dans la forêt, mais la forêt n'a ni caméra, ni garde, ni horaire, ni policier. La ville, si, c'est pour ça que la survie urbaine ne consiste pas à savoir beaucoup, mais à savoir exactement où. La connaissance est plus importante que l'équipement. Et cette connaissance ne s'apprend pas en lisant, elle s'apprend en observant. La deuxième technique est quelque chose qui semble simple mais qui en pratique change la vie. Maîtriser l'horaire de la ville, les sans-abri ne bougent pas quand ils veulent. Ils bougent quand c'est avantageux, pas parce qu'ils aiment de la discipline, mais parce que la ville a des rythmes fixes. À certaines heures, les restaurants jettent de la nourriture. À certaines heures, les soupes populaires ouvrent. À certaines heures, les bibliothèques permettent d'entrer sans regard gênant. À certaines heures, les parcs sont vides et on peut se reposer sans être observé. À certaines heures, les transports publics sont plus sûrs et à d'autres, c'est un risque. Un prepper moyen s'obsède avec le « et si », mais pas avec le « quand ». Et en survie réelle, le « quand » représente la moitié du résultat. Arriver 10 minutes trop tard peut signifier rester sans nourriture. Arriver 1 heure trop tard peut signifier ne pas trouver un endroit où passer la nuit sans problème. La rue punit le désordre, même quand la vie est déjà du désordre. La troisième technique est l'une des plus dures à accepter. Réduire ta signature, devenir invisible sans disparaître. Dans le monde prepper, on parle beaucoup de camouflage, mais de vêtements tactiques, de passer inaperçu. Mais l'invisibilité réelle en ville ne s'obtient pas avec des couleurs militaires, elle s'obtient avec le comportement. Avec le fait de se déplacer sans attirer l'attention, de ne pas rester trop longtemps au même endroit, d'éviter les disputes, de lire l'ambiance avant d'entrer. Les sans-abri apprennent de vite qu'être remarqué n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, quelqu'un de gentil te remarque, mais très souvent, quelqu'un qui cherche des problèmes te remarque. Être invisible signifie ne pas être la cible facile. Ça signifie avoir l'air occupé, avoir une raison d'être là, rester calme même quand à l'intérieur tu es au bord de la rupture. C'est une technique psychologique, pas esthétique. La quatrième technique est une que les preppers sous-estiment souvent parce qu'elle sonne peu héroïque. Construire des micro-alliances. L'image populaire de la rue est individualiste comme si chaque personne survivait seule. Mais en pratique, la coopération est l'une des armes les plus puissantes. On ne parle pas de faire confiance aveuglément. On parle d'alliances petites, temporaires, basées sur l'échange. Une personne peut savoir où il y a de la nourriture. Une autre peut savoir où il y a des toilettes qui ne ferment pas. Une autre peut avoir un briquet. Une autre peut avoir une couverture. Dans la rue, un petit objet peut valoir plus que de l'argent. Et quand les gens partagent des informations, tout le monde survit un peu mieux. Les preppers parlent de communauté, mais beaucoup n'entraînent pas le vrai muscle social. Négocier, échanger, demander sans s'humilier, donner sans rester exposé. La cinquième technique est celle qui sépare celui qui survit de celui qui craque. Protéger la chaleur corporelle comme si c'était de l'argent. Dans le monde prepper, on parle d'hypothermie en montagne, de vêtements thermiques, de sacs de couchage haut de gamme. Mais la rue enseigne quelque chose de plus cru. Le froid n'arrive pas seulement sous forme de neige. Il arrive sous forme d'humidité, de vent et de nuits interminables où il n'y a pas de mur. Les sans-abri apprennent à utiliser la ville comme barrière thermique, dormir près de murs qui retiennent la chaleur, éviter les ponts où le vent frappe sans frein. De chercher des zones éclairées parce que la lumière attire le mouvement humain et le mouvement humain réduit les risques. Apprendre quels matériaux isolent
et lesquelles ne font qu'absorber l'eau. Le carton, par exemple, est un or silencieux, pas par romantisation mais par physique. Il sépare le corps du sol froid. Et juste au moment où tu crois que tout ça ne concerne que résister au climat, apparaît le détail que presque personne ne mentionne. La faim refroidit aussi. Manger ne remplit pas seulement l'estomac, ça produit aussi de l'énergie interne. C'est pour ça que ceux qui vivent dans la rue essaient, quand ils le peuvent, de concentrer leur repas le plus consistant le soir. Pas par habitude, mais parce que dormir avec le corps vide, c'est dormir avec le corps qui perd de la chaleur. Jusqu'ici, tous ces 5 techniques ressemblent à un manuel de rue. Mais ce qui arrive ensuite change le panorama parce qu'il y a des compétences qui n'ont rien à voir avec la nourriture ou l'abri, mais avec quelque chose de plus délicat, la gestion du risque humain. Les preppers se préparent souvent aux catastrophes, mais la rue enseigne que la catastrophe la plus probable est une personne, un vigile qui te chasse, quelqu'un qui te vole, un conflit qui s'envenime, une autorité qui te questionne. Dans ce monde, survivre ne consiste pas à se battre, ça consiste à éviter le combat avant même qu'il n'existe. Et c'est la porte vers les techniques suivantes, celles qui ne s'achètent pas, ne se montrent pas, et pourtant gardent les gens en vie tous les jours. La survie urbaine ne ressemble pas à un film. Parce que le danger arrive rarement avec des explosions. Il arrive avec des regards, avec une conversation qui devient tendue, avec quelqu'un qui décide que tes affaires lui appartiennent, avec un vigile de mauvaise humeur, avec un policier qui veut nettoyer la zone. Dans cet environnement, la plupart des preppers commettent une erreur de base. Ils croient que le risque, c'est le climat ou le manque de nourriture, alors que très souvent, le risque principal, c'est l'interaction humaine. C'est pour ça que la 6e technique, l'une des plus importantes, est d'apprendre à gérer les conflits sans les gagner. La rue enseigne quelque chose qui sonne moche, mais qui sauve des vies. Avoir raison ne sert à rien si ça te laisse blesser. Le but n'est pas de s'imposer, c'est de sortir du problème. Celui qui vit sans abri développe une capacité presque chirurgicale à lire les signes de tension, à détecter quand une discussion va dégénérer et à se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence tactique. Un prepper peut s'entraîner aux arts martiaux, mais la réalité, c'est qu'une bagarre dans la rue n'a pas de règles, pas d'arbitre, et se termine presque jamais bien pour qui que ce soit. En revanche, une phrase calme, des excuses, même si ce n'est pas juste, ou simplement changer d'itinéraire peut signifier rester en vie et garder ses affaires intactes. Et ici entre un détail que beaucoup ne prennent pas en compte, la rue punit l'orgueil. Les gens qui survivent le plus longtemps ne sont pas les plus forts, ce sont les plus flexibles. Ils ne s'accrochent pas à prouver quoi que ce soit. Ils s'accrochent à conserver leur énergie, conserver leur santé, conserver leurs opportunités. La 7e technique est quelque chose que les preppers modernes négligeons parce que ce n'est pas de l'équipement. Transformer le langage corporel en un outil de protection. En survie tactique, on parle de posture, mais la rue pousse ça à un autre niveau. La manière dont tu marches, comment tu regardes, où tu mets tes mains, comment tu tiens ton sac à dos, tout communique. Et dans un environnement où il y a des personnes qui cherchent la vulnérabilité, communiquer la faiblesse peut être dangereux. Les personnes sans abri apprennent à marcher avec intention, même quand elles n'en ont pas. Elles apprennent à ne pas regarder le sol comme si elles étaient vaincues, mais aussi à ne pas fixer du regard comme si elles lançaient un défi. Elles apprennent à garder leur sac à dos près d'elles, à s'asseoir de façon à pouvoir se lever rapidement, à choisir des endroits où elles ont une sortie. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience accumulée. Ce qui est curieux, c'est que cette technique ne s'enseigne pas dans des manuels. Elle s'apprend par essai et erreur. Et l'erreur dans la rue coûte cher. La 8e technique est une qui met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'elle brise un mythe populaire. L'hygiène n'est pas seulement de la dignité, c'est de la survie. Pour un prepper, l'hygiène est souvent secondaire, quelque chose qui se règle avec des lingettes humides. Pour une personne sans abri, l'hygiène est une barrière contre les maladies, mais aussi une barrière sociale. Parce qu'en ville, sentir mauvais te ferme des portes, ça te chasse des endroits. Et ça te rend visible de la pire manière. C'est pour ça que ceux qui réussissent à tenir mieux développent une routine minimale. Pas parfaite, mais constante. Ils savent où il y a des toilettes propres. Ils savent à quelles heures les stations-service sont moins surveillées. Ils savent que les bibliothèques sont une oasis. Ils savent qu'un lavage rapide du visage et des mains peut changer la façon dont on te traite. Et ils savent quelque chose de plus important. Quand les gens te perçoivent comme des moins chaotiques, il est plus probable qu'ils t'aident. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. La rue ne te donne pas le luxe de t'indigner de la façon dont fonctionne la perception humaine. Elle t'oblige à l'utiliser à ton avantage. La 9e technique semble petite, mais elle est gigantesque. Protéger tes documents comme s'ils étaient de la nourriture. Les preppers gardent des cartes, des batteries, des outils. La personne sans abri garde une pièce d'identité. Parce que sans pièce d'identité, les portes les plus importantes se ferment. Les refuges, les programmes d'assistance, les opportunités de travail,
perdre une carte peut signifier perdre des mois. C'est pour ça que beaucoup développent des systèmes simples mais efficaces. Ils gardent leurs documents dans des sacs plastiques pour éviter l'humidité. Ils les cachent dans des endroits du corps qui ne soient pas évidents, ils font des copies quand ils le peuvent, et s'ils ont un téléphone, ils gardent des photos de ces documents. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Un prepper se prépare à survivre hors du système. La personne sans abri, Sia, au contraire, est souvent coincée entre deux mondes. Elle a besoin du système pour s'en sortir, mais le système lui exige des choses que la rue lui enlève. L'identification est l'une de ces choses. Et ici apparaît le point qui change tout. La rue n'est pas seulement un manque de ressources, c'est aussi une perte constante. Perte d'objets, perte de sommeil, perte de stabilité. C'est pour ça que la 10e technique n'est pas un outil. C'est une philosophie pratique. Réduire ton inventaire jusqu'à l'essentiel, mais le faire de manière intelligente. La plupart des preppers pensent apporter plus. Plus d'équipement, plus de provisions, plus de redondance. Mais dans la rue, porter plus signifie bouger plus mal, se fatiguer plus vite, être plus visible et devenir une cible. Il y a de celui qui vit sans abri, apprend à minimiser sans rester sans défense, à emporter juste ce qu'il faut, mais ce qui compte vraiment. Une couverture peut être plus importante qu'une veste chère parce qu'on peut s'en envelopper de 1000 façons. Un récipient peut être plus important qu'une lampe parce qu'il permet l'eau, la nourriture et même l'hygiène. Un briquet peut valoir plus qu'un couteau multifonction parce que le feu signifie chaleur, nourriture et signal. Et le plus intéressant, c'est que ces choix ne se font pas par théorie, ils se font par répétition. Ils se font parce que le corps apprend, ils se font parce que quelqu'un a perdu un sac à dos une fois et a compris que ce qui n'est pas collé à toi peut disparaître. Jusqu'ici, on a déjà les 10 techniques, mais ce qui est vraiment puissant, c'est de comprendre comment elles se connectent. Ce ne sont pas des astuces isolées, c'est un système complet de survie urbaine basé sur 3 piliers: information, adaptation et gestion du risque humain. Et alors surgit une question inévitable. Si ces compétences existent, si elles se pratiquent tous les jours dans chaque ville, pourquoi les preppers modernes ne les étudient-ils presque jamais? La réponse a à voir avec l'orgueil, avec la fantaisie et avec une idée fausse de ce que signifie survivre. Parce que la survie réelle ne paraît pas toujours épique. Parfois, ça ressemble à faire la queue, à choisir un itinéraire, à se taire au bon moment, à protéger un document, à se laver les mains dans des toilettes publiques pour qu'on te traite comme une personne. Ce qui est arrivé ensuite, pour beaucoup de ceux qui ont vécu ça, et c'est que quand ils sortent enfin de la rue, ces compétences ne disparaissent pas. Elles restent. Et elles changent pour toujours la manière dont ils regardent le monde. Il y a une raison pour laquelle beaucoup de preppers n'étudient pas ces techniques, même quand elles sont extrêmement utiles. Parce que ces compétences ne donnent pas une impression héroïque. Elles ne sont pas belles sur une table pleine d'équipements. Elles ne se montrent pas. Elles ne se vendent pas. Et surtout, elles obligent à accepter quelque chose qui dérange. La survie la plus probable ne se passe pas dans une forêt lointaine, mais dans ta propre ville, entourée de gens, de règles et de limites. Et quand le scénario est urbain, la plupart des manuels restent insuffisants parce qu'ils s'obsèdent sur les outils et oublient le facteur humain. La rue, au contraire, est une école cruellement pratique. Elle n'enseigne pas l'idéal. Elle enseigne ce qui fonctionne aujourd'hui avec ce qu'il y a, avec le corps fatigué, avec la faim et avec l'esprit qui essaie de ne pas se briser. C'est pour ça que, même si on a déjà mentionné les 10 techniques, il manque l'élément qui les rend vraiment précieuses. Comment elles s'appliquent ensemble et pourquoi, quand elles se combinent, elles produisent quelque chose qu'aucun kit ne peut remplacer. La première grande différence, c'est que la rue entraîne un type d'intelligence que les preppers sous-estiment souvent, l'intelligence situationnelle. Ce n'est pas seulement regarder autour, c'est interpréter, c'est détecter des schémas. C'est comprendre qu'un endroit sûr à midi peut être dangereux la nuit, qu'un coin tranquille un mardi peut devenir hostile un vendredi, qu'un parc vide en hiver est un refuge, mais en été peut être un territoire de conflit. Les personnes sans abri apprennent à lire le climat social de l'espace. Elles apprennent quelles zones se ferment sans cadenas, seulement par présence. Un groupe de personnes rassemblées dans une entrée peut signifier danger ou peut signifier protection selon la façon dont elles bougent, selon la façon dont elles parlent, selon la façon dont elles regardent. Ça paraît exagéré jusqu'à ce que tu te rappelles que la rue n'a pas de mur. Et quand il n'y a pas de mur, l'information remplace la sécurité. Un prepper peut avoir un plan pour fuir, mais s'il ne sait pas lire le moment, il peut marcher droit vers un problème. Dans la rue, le plan s'ajuste minute par minute. La deuxième différence est la gestion de la fatigue. Les preppers parlent aussi de résistance physique, mais la rue enseigne la résistance mentale.
Parce que survivre dans un environnement d'incertitude constante use plus qu'une longue marche. Mal dormir, manger de façon irrégulière, être toujours en alerte, tout ça draine le cerveau. Et quand le cerveau est drainé, on prend de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'une compétence non officielle mais critique est d'apprendre à se reposer de manière stratégique. Ne pas dormir 8 heures parce que ça n'arrive presque jamais. Se reposer en fragments, profiter des moments sûrs. Dormir là où il y a de la lumière et un trafic modéré parce que la présence humaine réduit certains risques. Dormir près des sorties parce qu'être piégé est dangereux. Dormir sans être complètement exposé parce qu'un vol nocturne peut te laisser sans rien. Bon, c'est quelque chose que les preppers entraînent rarement. Le repos dans des conditions imparfaites. Pas comme un luxe, mais comme de la maintenance. La troisième différence, c'est la gestion de la dignité comme outil. Ça sonne étrange, mais dans la rue, la dignité n'est pas seulement morale, elle est tactique. La manière dont tu te présentes influence la façon dont on te traite. Et la façon dont on te traite influence ton accès aux ressources. Une personne qui parvient à maintenir une apparence minimalement ordonnée, même avec des vêtements vieux, a plus de chances d'entrer dans une bibliothèque sans être suivie par des agents de sécurité. Elle a plus de chances que quelqu'un lui donne à manger sans peur. Elle a plus de chances qu'un responsable lui parle comme à un être humain. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est comme ça que fonctionne la perception. La rue apprend à utiliser cette perception sans se perdre à l'intérieur. C'est un équilibre difficile parce que quand tout te pousse à te sentir invisible, garder un minimum de soin de soi devient un acte de survie psychologique. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la résistance. La quatrième différence, c'est la relation au temps. Un prepper pense au futur, en semaines, en mois, en années. La personne sans abri vit dans le présent parce que le présent l'exige. Mais ceux qui survivent le mieux développent une capacité étrange, planifier en micro-délais. Ils ne peuvent pas planifier un mois, mais ils peuvent planifier une journée. Ils peuvent planifier un itinéraire en 3 arrêts, ils peuvent planifier comment arriver quelque part sans dépenser trop d'énergie. Là, ils peuvent planifier quoi faire si la cantine est fermée. Ils peuvent planifier où charger le téléphone, où utiliser des toilettes, où trouver de l'eau. C'est une planification compressée. Et cette planification, même si elle paraît petite, est exactement ce dont on a besoin dans une vraie crise urbaine. Parce que dans une urgence, le long terme se casse. Ce qui compte, d'achat, c'est la prochaine heure, le prochain mouvement. La cinquième différence, c'est la gestion du rejet. Les preppers parlent de menaces physiques, mais la rue entraîne contre une menace émotionnelle constante. Être rejeté, être expulsé, être ignoré, être traité comme si tu dérangeais. Cette pression psychologique peut détruire une personne plus vite que la faim. C'est pour ça que ceux qui survivent développent une peau mentale. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de ne pas s'effondrer chaque fois qu'une porte se ferme. Parce que dans la rue, les portes se ferment tout le temps. Et voici le point que presque personne ne mentionne. La résilience n'est pas l'optimisme. C'est la capacité de continuer à bouger même quand tu n'as pas d'espoir à ce moment-là. C'est faire ce qu'il faut faire avec l'esprit fatigué. C'est ça, la vraie survie. Si tu rassembles tout ça, on comprend pourquoi les 10 techniques ne sont pas seulement des trucs. C'est un système. Et ce système, même s'il naît dans des conditions terribles, contient des leçons que les preppers devraient étudier avec humilité. Parce que la rue montre ce qui se passe quand tu n'as pas de kit, quand tu n'as pas de réserve, quand tu n'as pas de plan parfait, quand tu n'as que ton corps, ton esprit et une ville qui ne t'attend pas. Et dans ce contexte, l'idée de survivre change. Ça cesse d'être une aventure, ça devient de l'administration du risque, ça devient de la négociation, ça devient de la logistique, ça devient éviter les problèmes, ça devient se faire petit quand c'est utile et visible quand c'est nécessaire. Et alors apparaît la dernière couche, la plus inconfortable de toutes. La rue enseigne aussi que bien souvent, survivre ne suffit pas, qu'on peut survivre pendant des années et pourtant se perdre soi-même dans le processus. C'est pour ça que ce qui vient ensuite est ce qui ferme ce sujet avec force. Pas seulement comment survivent les personnes sans abri, mais quel coût a cette survie et pourquoi ignorer ces techniques n'est pas seulement une erreur tactique, mais une manière de nier la réalité. Ouais, parce que la vérité finale est celle-ci. Si un jour tout se complique, les compétences qui te sauveront ne seront pas les plus chères, elles seront les plus humaines. S'il y a quelque chose que la survie urbaine rend clair, c'est qu'il n'existe pas de coût zéro. Peut-être que tu ne paies pas avec de l'argent, mais tu paies avec l'usure, avec l'énergie, avec la santé, avec le temps, avec la tranquillité. Et c'est ce que beaucoup de preppers modernes ne finissent pas par comprendre quand ils regardent la vie dans la rue comme si c'était un ensemble de trucs ingénieux. Parce que oui, ces 10 techniques fonctionnent. Elles fonctionnent parce qu'elles sont nées d'une réalité où échouer ne signifie pas de l'inconfort, mais signifie avoir faim, tomber malade ou rester exposé. Mais le véritable apprentissage n'est pas de copier la technique, c'est de comprendre la logique qui la soutient.
La rue enseigne que la ressource la plus précieuse n'est ni l'eau ni le feu, c'est la stabilité. Avoir de la stabilité signifie que ton esprit peut penser à autre chose. Ça signifie que tu peux prendre de meilleures décisions, ça signifie que tu peux planifier. Et pourtant, la vie sans abri détruit la stabilité de manière systématique parce que tout devient temporaire, tout devient fragile. Une cantine qui ouvre aujourd'hui, demain ferme. Un endroit où aujourd'hui on te laisse rester, demain on t'expulse. Une personne qui aujourd'hui t'aide, demain n'apparaît pas. Ce manque de continuité oblige à vivre en mode urgence permanent. Et vivre en mode urgence, pendant longtemps, change une personne. Les preppers se préparent pour un événement. La rue est un événement qui ne se termine pas. C'est pour ça que la leçon la plus importante de toutes est de comprendre que la survie n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Les techniques de la rue ne maintiennent pas seulement le corps en fonctionnement, elles maintiennent l'esprit suffisamment entier pour continuer à bouger. Parce que quand une personne se brise à l'intérieur, elle cesse d'appliquer des techniques, elle cesse d'observer, elle cesse de planifier. Elle devient vulnérable à tout. Et là apparaît quelque chose qu'on dit rarement à voix haute, l'une des plus grandes capacités de la survie urbaine est de protéger ton identité. Pas au sens des documents, qu'on a déjà vus comme cruciaux, mais au sens de ne pas te transformer en seulement un survivant. Garder quelque chose qui te rappelle qui tu es. Une routine minimale, un objet avec une valeur émotionnelle, une habitude qui te relie à la vie normale. Lire à la bibliothèque, écouter de la musique, te raser, écrire. Parler avec quelqu'un sans rien demander, ça paraît petit, mais c'est énorme. Parce que la rue tend à réduire les personnes à des fonctions. Manger, dormir, bouger, éviter les problèmes. Et quand une vie se réduit à des fonctions, l'esprit commence à s'éteindre. À ce point, beaucoup de preppers diront que ce n'est plus de la survie, que c'est émotionnel. Mais c'est exactement là que se définit la différence entre résister et s'effondrer. Parce que l'esprit aussi a besoin de nourriture, même si c'est sous forme de dignité. Une autre leçon brutale, c'est que la rue t'oblige à faire quelque chose que les preppers entraînent rarement vraiment. Demander des informations, demander de l'eau, demander un service, demander qu'on te laisse utiliser des toilettes, demander qu'on te charge le téléphone, demander qu'on te permette de rester un moment sous un toit quand il pleut. L'orgueil devient un luxe coûteux et demander, quand c'est fait avec intelligence, ce n'est pas de l'humiliation, c'est une stratégie sociale. La rue enseigne comment demander sans supplier, comment demander sans trop t'exposer, comment accepter un non sans te briser. Et c'est une compétence de survie aussi réelle qu'allumer un feu. Elle enseigne aussi à reconnaître les bonnes personnes. Parce que tout le monde qui offre de l'aide n'aide pas. Parfois, il y a des conditions. Parfois, il y a de la manipulation. Parfois, il y a du danger. C'est pour ça qu'une personne expérimentée apprend à distinguer entre quelqu'un qui veut juste se sentir bien et quelqu'un qui veut vraiment aider. Elle apprend à prendre ce qui sert sans rester piégée. Et ça nous mène à la partie la plus inconfortable du sujet. La survie urbaine, telle que la pratique de beaucoup de personnes sans-abri, fonctionne parce que la ville produit des excédents. Des excédents de nourriture, de chaleur, d'électricité, d'espaces semi-ouverts, d'eau. La survie ne repose pas sur la création de ressources, elle repose sur la récupération de ce que le système jette. Ça signifie que, dans un effondrement réel, beaucoup de ces techniques resteraient utiles, mais toutes ne fonctionneraient pas de la même façon. Si la ville cesse de produire des excédents, le circuit change. Si les restaurants ferment, si les supermarchés ne jettent rien, si les bibliothèques n'ouvrent pas, si le réseau tombe, alors la survie urbaine devient plus dure. Et malgré tout, le savoir central reste. Lire l'environnement, te déplacer avec intention, protéger la chaleur, protéger les documents, maintenir une hygiène minimale, former des micro-alliances, éviter les conflits, réduire l'inventaire, maîtriser les horaires, transformer la ville en carte de ressources. Ce paquet de compétences est ce que les preppers devraient regarder avec plus de sérieux. Pas pour romantiser la vie dans la rue, parce qu'il n'y a rien de romantique là-dedans, mais pour apprendre de la réalité la plus proche et la plus probable, parce que la majorité des catastrophes ne t'envoient pas dans la forêt, elles te laissent là où tu es, mais avec moins de ressources. Un licenciement, une maladie, un loyer qui augmente, un incendie, une coupure prolongée, un événement familial qui te brise. Le chemin vers la vulnérabilité peut être plus court que ce que quiconque croit. Et voici la conclusion qui plante l'idée. Les personnes sans abri ne survivent pas parce qu'elles ont de meilleurs outils. Elles survivent parce qu'elles développent une intelligence pratique qui s'aiguise par nécessité. Elles apprennent à se déplacer dans un monde qui ne les attend pas. Elles apprennent à utiliser la ville comme si c'était un écosystème. Elles apprennent à maintenir le corps en fonctionnement quand tout conspire à l'user. Et elles apprennent à ne pas se perdre complètement, même quand le monde essaie de les réduire à un problème. C'est la partie que les preppers négligent.
Pas parce que ce n'est pas utile, mais parce que ça oblige à regarder une vérité trop proche. La survie la plus réelle ne s'entraîne pas avec des fantasmes. Elle s'apprend en observant ceux qui vivent déjà la version la plus dure du présent.